-20 degrés. Votre main touche le bord de fer du bouclier. Ce n'est pas seulement du froid, c'est une brûlure. La peau humide adhère instantanément au métal glacé. Et pour desserrer les doigts, il faudra laisser sur la poignée des lambeaux de votre propre chair. Regardez maintenant vos paumes. Douces, chaudes, habituées à faire défiler le fil d'actualité. Pourrait-elle tenir une épée de 2 kg pendant 6 heures, lorsque l'air se transforme en aiguille de glace et que le vent fait couler les larmes? Les légionnaires romains ne faisaient pas que survivre dans cet enfer. Ils passaient à l'attaque. Mais le secret de leur endurance ne réside pas seulement dans les capes de laine, mais dans une discipline qui briserait le psychisme de l'homme moderne. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi un simple mélange de graisse et d'huile sauvait un empire entier des engelures, et ce qui se cache réellement derrière le calme marmoréen des statues antiques. En attendant, posez-vous la question. De quoi votre corps est-il capable lorsque ce n'est pas un like sur un réseau social qui est en jeu, mais la vie? Nous nous transportons en l'an 15 de notre ère, les forêts sauvages de Germanie. L'Empire romain est au sommet de sa puissance, mais ici, parmi les chaînes séculaires et les marais infranchissables, l'or et le marbre de Rome n'ont aucune autorité. Cornelius Tacite, dans ses Annales, décrit cette terre comme un lieu effrayant par ses forêts et répugnant par ses tourbières. Pour un natif de l'Italie ensoleillée, habitué aux oliveraies et à la douce brise marine, l'hiver germanique n'était pas seulement un changement de temps, mais un voyage dans l'au-delà. Imaginez que vous sortiez d'une maison chaude, en t-shirt, pour affronter le gel, et que l'on vous asperge d'un seau d'eau glacée. C'est à peu près ainsi que se sentaient les méridionaux, se retrouvant au cœur de l'hiver continental. Mais ils n'ont pas fui. Ils se tenaient en formation. Le principal ennemi du légionnaire dans les premières minutes n'était pas le barbare germanique, armé de sa longue lance, mais son propre équipement. La machine de guerre romaine était construite sur le fer. Les casques, les cuirasses, les boucliers, tout cela se transformait en étaux de glace par température négative. Une cotte de maille portée à même le corps, sans préparation adéquate, pouvait tuer un soldat plus vite qu'une flèche ennemie, en aspirant la chaleur des organes vitaux en l'espace de quelques heures. Pour ne pas se transformer en statues de glace à l'intérieur de leurs propres armures, les Romains utilisaient une protection multicouche. Ce sous-vêtement d'armure, épais et matelassé, fait de lin ou de laine, rembourré de crins de cheval ou de chiffon, s'appelait le sous-barmalis. Le sous-barmalis était la frontière même entre la vie et la mort glaciale du métal. Imaginez que vous soyez enveloppé dans une épaisse couverture matelassée et que vous n'enfiliez qu'un réfrigérateur par-dessus. C'était précisément le sous-barmalis qui amortissait les coups de massue et empêchait la cotte de maille, qui devenait un accumulateur de froid dans le gel, de toucher le corps. Sans ce détail caché, aucun légion n'aurait parcouru 1 kilomètre à l'intérieur de la Germanie. Les découvertes archéologiques de fragments de tissus dans des camps, tels que Vindolanda, confirment que les Romains comprenaient parfaitement l'importance de la thermorégulation, même si le mot lui-même leur était inconnu. Mais l'habillement n'est qu'une protection passive. La guerre exige du mouvement. Des milliers de pieds, chaussés de sandales cloutées, piétinaient la boue gelée et la neige. Le son d'une légion en marche en hiver était différent de celui de l'été. Ce n'était pas un fracas rythmé et clair, mais un craquement, un grincement, et la respiration lourde de milliers d'hommes, s'échappant en nuages de vapeur blanc. Chaque expiration ressemblait à de la fumée de cheminée, et cette fumée révélait leur position à des kilomètres. Les Germains, nés dans ces forêts, voyaient les Romains bien avant que les Romains ne puissent apercevoir l'ennemi. Le légat, commandant la légion, savait que l'arrêt était synonyme de mort. Le théoricien militaire romain Végès
écrivait que la faim détruit plus souvent l'armée que la bataille, et que le froid est plus terrible que l'épée. La colonne devait donc avancer, malgré le fait que le poids de l'équipement de chaque soldat atteignait 30, voire 40 kilogrammes. Imaginez que vous portez un sac de ciment sur les épaules, que des poids sont attachés à votre ceinture, et que vous tenez dans les mains un lourd bouclier de bois qui, dans le vent, agit comme une voile, essayant de vous faire basculer dans un banc de neige. Et tout cela se déroule en territoire ennemi, où derrière chaque buisson enneigé peuvent se cacher des yeux pleins de haine. Soudain, le son prolongé de la trompe, la buccina, déchire l'air glacial. Ce n'est pas un signal d'attaque, c'est le signal d'une épreuve encore plus difficile que la marche. La colonne s'arrête. Les légionnaires ne voient pas devant eux un champ de bataille plat, mais une rivière gelée, recouverte d'une glace incertaine, et une forêt sombre et dense sur l'autre rive. L'ordre du commandant sonne comme une sentence. Traverser et se retrancher. Personne ne demande comment faire. Le mécanisme de la Légion commence à fonctionner, même lorsque son lubrifiant gèle. Le choc du métal contre le sol produit une gerbe d'étincelles, comme si une pioche frappait une roche de granit. Mais ce n'est pas de la pierre sous les pieds, mais la terre germanique gelée. Le légionnaire brandit l'outil encore et encore, sentant que le contre-coup lui assèche les mains jusqu'aux épaules, tandis que la sueur qui perle sur son front se transforme instantanément en une croûte de glace qui lui tire la peau. Il est impossible de s'arrêter, car sans camp fortifié, la Légion n'est qu'une foule de gens attendant le massacre. Joseph affirmait que le soldat romain se distinguait du barbare en ce qu'il portait la guerre avec lui. Et la majeure partie de ce fardeau était constituée par l'équipement de tranchées. Il fallait s'enfoncer dans le sol gelé pour créer un rempart et un fossé. Et ce, tous les soirs, indépendamment de la fatigue, de la tempête de neige ou de la proximité de l'ennemi. Cette lourde hache pioche, capable de percer des murs et des crânes, s'appelait la dolabra. La dolabra était l'objet que les soldats détestaient et vénéraient à la fois. Imaginez qu'après une marche de 40 km avec un sac à dos complet, on vous remette un pied de biche et qu'on vous ordonne de creuser une tranchée dans l'asphalte. C'est ainsi que l'on ressentait le travail avec la dolabra, par moins 20 degrés, lorsque le manche de l'outil glissait dans les paumes gelées et que tout faux mouvement menaçait de blessure. Les archéologues trouvent ces outils dans toute l'Europe, et leurs lames sont souvent très usées, ce qui témoigne du travail titanesque qu'ils accomplissaient. Mais dès que la muraille du camp était érigée, une lutte commençait à l'intérieur contre un autre ennemi invisible. L'épuisement. L'organisme dans le froid brûle des calories à une vitesse effrayante, comme le foyer d'une locomotive à vapeur dans lequel il faut constamment jeter du charbon, sinon le mécanisme s'arrêtera pour toujours. La ration romaine se composait principalement de céréales, mais mâcher des céréales sèches ou essayer de cuire de la bouillie dans le vent, lorsque le bois crépite et refuse de s'enflammer, est une tâche non triviale. Les soldats ne buvaient pas de vin pur. Dans le froid, l'alcool dilate les vaisseaux sanguins et crée une fausse sensation de chaleur, rapidement suivie d'une hypothermie fatale. Ils utilisaient une boisson que les gens modernes trouveraient dégoûtante, mais c'est précisément elle qui maintenait l'équilibre électrolytique et fournissait de l'énergie. Ce mélange d'eau, de vinaigre et d'herbes aromatiques s'appelait la posca. La posca était l'isotonique antique qui sauvait l'armée du scorbut et de la déshydratation, qui survient insidieusement dans le froid, mais tue sûrement. Imaginez le goût de vin aigre, dilué dans de l'eau glacée, qui vous crispe les joues, mais qui éclaircit instantanément l'esprit. Plutarque et d'autres auteurs mentionnent souvent que même des généraux, tels que Caton l'Ancien, buvaient de la posca avec les soldats.
démontrant ainsi leur unité avec l'armée. La posca chaude était la seule consolation dans la nuit glaciale, lorsque le souffle de milliers de personnes endormies s'élevait au-dessus du camp, comme un dôme blanc unique. Mais tout le monde ne dormait pas. Le silence de la forêt hivernale est trompeur. Le craquement d'une branche brisée par le gel sonne comme un coup de catapulte, faisant manquer un battement au cœur de la sentinelle. Le système de garde romain était perfectionné, car le prix d'une erreur était la gorge tranchée de toute une cohorte. La nuit était divisée en 4 quarts, et les soldats se tenaient sur les murs, scrutant l'obscurité d'encre, où chaque banc de neige pouvait dissimuler un germain tapis. Polybe décrit en détail les châtiments sévères pour l'endormissement au poste, allant jusqu'à la lapidation par les compagnons d'armes. Car la sentinelle endormie trahissait tous ses frères d'armes. Ces périodes de temps de garde nocturne s'appelaient les vigiliers. Les vigiliers épuisaient le psychisme plus que le travail physique. Imaginez que vous restez immobile pendant 3 heures dans un vent glacial. Vos paupières s'alourdissent et votre cerveau commence à dessiner des monstres dans les ombres dansantes des torches. Pour ne pas mourir de froid en poste, les sentinelles piétinaient constamment et tendaient leurs muscles. Mais il leur était strictement interdit de quitter leur point. C'est précisément pendant la 3e vigilia, lorsque le froid de l'aube devient insupportable et que la vigilance tombe à zéro, que les Germains portaient le plus souvent leur coup. Mais cette nuit-là, la forêt était silencieuse, gardant un secret sinistre jusqu'au lever du jour. Le matin accueillit la Légion avec un ciel bas et gris et l'ordre de partir. Il leur restait maintenant le plus difficile: faire traverser la rivière gelée, non seulement aux hommes, mais aussi aux convois interminables. Chariots, mules, ballots de tentes et meules pour le grain, tout cela s'étirait sur des kilomètres et était le point le plus vulnérable de l'armée. La glace sur la rivière était perfide. Par endroits, elle supportait le poids d'un cheval, et 1 mètre plus loin, elle pouvait se briser sous le poids d'un homme. Les ingénieurs vérifiaient l'épaisseur de la glace, mais personne ne pouvait donner de garantie. Cet ensemble encombrant et lent de chargement et de convoi s'appelait l'impedimenta. L'impedimenta était l'ancre qui freinait la Légion, mais sans laquelle le navire de l'armée ne pouvait naviguer. Imaginez une caravane de milliers d'animaux effrayés, glissant des sabots sur la glace, le braiement des mules, le craquement des essieux qui se brisent et les cris des conducteurs réverbérant sur les rives. C'était un chaos gouverné par la volonté de faire des centurions. Chaque soldat comprenait: si le convoi passait à travers la glace ou prenait du retard, il resterait dans le désert glacé sans nourriture ni abri, ce qui équivalait à la mort. La colonne s'engagea lentement sur la surface miroitante de la rivière. Les premières cohortes avaient déjà atteint le milieu lorsque la forêt sur la rive opposée, qui semblait morte et vide, se mit soudain en mouvement. C'était comme si les arbres eux-mêmes s'animaient et s'avançaient vers les Romains. Des fourrés enneigés s'éleva un mur de boucliers peints de runes terrifiantes, et l'air se remplit d'un bourdonnement grave et vibrant qui glaça le sang. Les Germains n'attendaient pas seulement. Ils avaient choisi le moment idéal, lorsque la Légion était séparée par la rivière, étirée et privée de possibilité de manœuvre. Le piège s'était refermé. Le bourdonnement qui s'échappa de la gorge de centaines de barbares ne ressemblait pas à un cri humain. Il vibrait dans la cage thoracique, provoquant des nausées et une terreur panique. Car le son, se réfléchissant contre la face intérieure des boucliers, était amplifié de nombreuses fois, se transformant en un grondement à basse fréquence. Cornelius Tacite, dans son ouvrage « Sur l'origine des Germains », décrit en détail cet effet acoustique, notant que les guerriers portaient intentionnellement les boucliers près de leur visage pour que la voix ne sonne pas comme le cri des hommes, mais comme la voix de la terre elle-même, enragée.
C'était une attaque psychologique dont le but était de briser la volonté de l'ennemi avant même le premier coup, de le faire trembler et d'ouvrir la formation. Ce cri de guerre spécial, passant d'un murmure sourd à un rugissement tonitruant, s'appelait le baritus. Le baritus agissait sur le psychisme de la même manière que les infrasons avant un tremblement de terre, ou le rugissement de la turbine d'un avion qui décolle, se tenant à 2 pas de vous. Imaginez que vous êtes dans un stade où des milliers de fans commencent simultanément à scander la mort de votre nom, et que ce son vous frappe physiquement le diaphragme. Mais les légionnaires n'ont pas fui. Les centurions, vétérans de dizaines de batailles, ramenaient à la raison ceux qui étaient figés par la peur, à coups de bâton sur les casques, les forçant à lever leurs armes. La première réaction de la machine de guerre romaine face à la menace n'était pas le combat rapproché, mais une salve mortelle. Lorsque l'avalanche de Germains, glissant et tombant, se rua le long de la pente vers la rivière, l'air au-dessus de la surface glacée noircit de centaines de javelots volants. Selon Polybe, la conception de cette arme était ingénieusement pensée. La longue pointe de fer n'était que partiellement trempée, de sorte qu'elle se pliait à l'impact, rendant impossible sa réutilisation par l'ennemi et privant l'adversaire de la possibilité de se protéger avec son bouclier. Cette lourde lance de jet, qui était le principal argument de la légion à distance, s'appelait le pilum. Le pilum était le projectile perforant de l'Antiquité, capable de transpercer un bouclier de bois et l'homme qui se tenait derrière, les cousant ensemble en un nœud sanglant. Imaginez qu'une barre d'acier percute votre porte à toute vitesse, qu'elle se transforme instantanément en crochet, et que vous ne pouvez plus ni ouvrir la porte, ni la jeter, car elle pèse 10 kilogrammes de plus. Les Germains, dont les boucliers étaient transpercés, furent contraints d'abandonner leur protection et de poursuivre l'attaque à poitrine ouverte, droit sur les pointes dressées des épées romaines. Mais l'inertie de la vague vivante ne pouvait être arrêtée par une seule salve. Le piège se referma. Le bourdonnement qui s'échappa des gorges de centaines de barbares ne ressemblait pas à un cri humain. Il vibrait dans la cage thoracique, provoquant des nausées et une terreur panique, car le son, se réfléchissant contre la face intérieure des boucliers, était amplifié de nombreuses fois, se transformant en un grondement à basse fréquence. Cornelius Tacite, dans son ouvrage sur l'origine des Germains, décrit en détail cet effet acoustique, notant que les guerriers portaient intentionnellement les boucliers près de leur visage pour que la voix ne sonne pas comme le cri des hommes, mais comme la voix de la terre elle-même, enragée. C'était une attaque psychologique dont le but était de briser la volonté de l'ennemi avant même le premier coup, de le faire trembler et d'ouvrir la formation. Ce cri de guerre spécial, passant d'un murmure sourd à un rugissement tonitruant, s'appelait le baritus. Le baritus agissait sur le psychisme de la même manière que les infrasons avant un tremblement de terre, ou le rugissement de la turbine d'un avion qui décolle, se tenant à 2 pas de vous. Imaginez que vous êtes dans un stade où des milliers de fans commencent simultanément à scander la mort de votre nom, et que ce son vous frappe physiquement le diaphragme. Mais les légionnaires n'ont pas fui. Les centurions, vétérans de dizaines de batailles, ramenaient à la raison ceux qui étaient figés par la peur à coups de bâton sur les casques, les forçant à lever leurs armes. La première réaction de la machine de guerre romaine face à la menace n'était pas le combat rapproché, mais une salve mortelle. Lorsque l'avalanche de Germains, glissant et tombant, se rua le long de la pente vers la rivière, l'air au-dessus de la surface glacée
noircie de centaines de javelots volants. Selon Polybe, la conception de cette arme était ingénieusement pensée. La longue pointe de fer n'était que partiellement trempée, de sorte qu'elle se pliait à l'impact, rendant impossible sa réutilisation par l'ennemi et privant l'adversaire de la possibilité de se protéger avec son bouclier. Cette lourde lance de jet, qui était le principal argument de la légion à distance, s'appelait le pilum. Le pilum était le projectile perforant de l'Antiquité, capable de transpercer un bouclier de bois et l'homme qui se tenait derrière, les cousant ensemble en un nœud sanglant. Imaginez qu'une barre d'acier percute votre porte à toute vitesse, qu'elle se transforme instantanément en crochet, et que vous ne pouvez plus ni ouvrir la porte, ni la jeter, car elle pèse 10 kilogrammes de plus. Les Germains dont les boucliers étaient transpercés furent contraints d'abandonner leur protection et de poursuivre l'attaque à poitrine ouverte, droit sur les pointes dressées des épées romaines. Mais l'inertie de la vague vivante ne pouvait être arrêtée par une seule salve. Les Germains n'attaquaient pas en foule désorganisée. Ils utilisaient une tactique que Jules César, dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, décrivait comme l'une des plus dangereuses pour la formation romaine. Les guerriers se regroupaient par clans et par famille, formant un coin aigu, où les combattants les plus forts et les plus blindés marchaient à l'avant-garde pour percer la ligne de défense en un point et déchirer la légion de l'intérieur. Cette formation offensive, en forme de triangle ou de coin, les Romains l'appelaient le cuneus, ou tête de porc. Le cuneus fonctionnait comme une hache vivante géante, s'abattant de toute sa force sur la bûche de bois de la formation romaine, cherchant à la fendre en deux d'un seul coup. Imaginez un wagon de métro bondé à l'heure de pointe, qui percute à 40 km/h un groupe de personnes debout. La physique de l'impact brisait les côtes et coupait le souffle même à travers les armures. Le choc du coin s'abattit sur le centre de la cohorte qui se tenait sur la glace. Et à ce moment, la discipline romaine se heurta à la physique de l'eau gelée. Sous les pieds des légionnaires, il n'y avait pas de sol ferme, mais une glace glissante et traîtresse, saupoudrée de neige et déjà maculée du premier sang. Les découvertes archéologiques de chaussures militaires en Bretagne et en Germanie montrent la présence de clous de fer sous les semelles. Mais même ceux-là ne garantissaient pas une adhérence à 100% dans une telle mêlée. Dans le combat rapproché, la stabilité est plus importante que la force, et les Romains, habitués à pousser avec leurs boucliers, sentirent soudain leurs propres pieds glisser dans les directions opposées. Ces célèbres sandales militaires romaines, cloutées, s'appelaient les caliguets. Sur la glace, les caliguets se transformèrent d'un appui sûr en patins, impossible à contrôler dans la bousculade d'un combat mortel. C'était comme essayer de jouer au rugby sur une patinoire, où tout mouvement brusque entraîne une chute, et celui qui tombe dans un tel hachoir à viande ne se relève plus. Il est simplement piétiné par les siens et par les autres. La glace craquait sous le poids des combattants. L'eau noire affleurait par endroits, se mêlant au rouge, et la vapeur du sang chaud et de la respiration créa un épais brouillard dans lequel résonnait l'acier et râlaient les mourants. La situation devenait critique. La formation s'était incurvée. Le centre était presque percé par la tête de porc des Germains, et les flancs, embourbés dans la neige près du rivage, ne pouvaient pas se refermer rapidement. Les barbares, voyant que les Romains perdaient l'équilibre, commencèrent à utiliser leurs longues lances non pas pour frapper, mais comme des leviers, soulevant les bords inférieurs des boucliers romains et faisant basculer les légionnaires sur le dos. Il semblait que la rivière glacée allait devenir la fosse commune de toute l'avant-garde. Mais c'est alors que retentit un signal de trompe net et saccadé qui changea la géométrie de la bataille. Le son aigu de la trompe réorganisa instantanément le chaos en une géométrie mortelle. La ligne romaine, au lieu de se briser sous la pression du coin germanique,
fit ce à quoi les barbares s'attendaient le moins. Le centre recula délibérément, formant une profonde poche, tandis que les flancs se refermaient fermement. C'était comme une fleur carnivore qui ouvre ses pétales pour accueillir un insecte, puis se referme, coupant toute voie de salut. Végès, dans son traité De Re Militari, décrit cette manœuvre comme l'une des plus difficiles à exécuter, nécessitant des nerfs d'acier, car les soldats doivent volontairement laisser l'ennemi enragé pénétrer dans leurs entrailles. Cette figure tactique, destinée à broyer l'ennemi ayant percé, s'appelait la serra. Si. La serra fonctionnait comme des ciseaux géants. Le coin germanique, s'étant enfoncé dans le vide, se retrouva pris en étau sur 3 côtés. Imaginez que vous courez à toute vitesse dans un couloir étroit et que les murs commencent à se rapprocher, hérissés de lames. L'inertie de l'attaque, qui était la principale force des barbares, travaillait désormais contre eux. Les rangs arrière des Germains continuaient de pousser sur les rangs avant, empalant littéralement leurs camarades sur les boucliers romains. Dans cette promiscuité monstrueuse, les longues lances et les épées à large lame des Germains devinrent inutiles. Il était tout simplement impossible de les manier. Ici, à distance de souffle au visage, le principal instrument de la domination romaine entra en jeu. Pendant que le barbare tentait de dégager sa longue arme, coincée dans la bousculade, le légionnaire effectuait un mouvement court et économe à partir de la hanche. Tite-Live soulignait que les Romains étaient entraînés non pas à couper, mais à piquer, car un coup d'estoc est mortel même avec une profondeur de pénétration de 5 cm, tandis qu'un coup de taille se coince souvent dans l'os ou l'armure. Cette épée courte à large lame, parfaitement équilibrée pour l'exiguïté de la formation, s'appelait le gladius. Le gladius était l'outil chirurgical de la guerre, transformant la mêlée en une chaîne de montage de la mort. Imaginez la différence entre un bûcheron maniant une hache et une couturière utilisant une aiguille. Pendant que le bûcheron fait un seul mouvement, la couturière fait 10 points. Les légionnaires, abrités derrière leurs grands boucliers, portaient des coups rapides à l'aine, à l'abdomen ou au visage non protégé de l'ennemi, travaillant comme des pistons dans un moteur. La glace sous les pieds se transforma instantanément en une patinoire rouge. Et y tomber signifiait la fin. Celui qui tombait n'était pas achevé. Il était simplement broyé par les sandales cloutées de centaines de pieds. Mais même dans ce hachoir à viande, la peur pouvait l'emporter sur la discipline. Quand le vent glacial se mêle à l'odeur des ventres éventrés et qu'un camarade tombe à côté de vous avec le crâne fracassé, l'instinct exige de fuir. Pour que la formation ne se désagrège pas, derrière chaque centurie se tenait un homme dont le travail n'était pas de tuer les ennemis, mais de retenir les siens. Il ne regardait pas devant lui. Ses yeux perçaient la nuque des légionnaires. Et dans ses mains, il serrait une longue baguette avec un pommeau métallique. Cet assistant du centurion, chargé de veiller à ce que personne ne fasse un pas en arrière, s'appelait l'Optio. L'Optio était l'ancre impitoyable qui maintenait le navire de la Légion dans la tempête de la bataille. Imaginez un surveillant qui, au milieu d'un incendie, force les pompiers à entrer dans le feu, utilisant la force physique et la menace d'une exécution immédiate. Avec le long manche de sa baguette, l'Optio poussait ceux qui hésitaient dans le dos, comblant les brèches dans la formation avec des corps vivants, ou frappait sans hésiter ceux qui cédaient à la panique. Les archéologues trouvent des stèles funéraires d'Optiones, où ils sont représentés précisément avec ce symbole de pouvoir, rappelant que dans l'armée romaine, la peur du commandant devait être plus forte que la peur de l'ennemi. La bataille sur la glace atteignit son paroxysme. Les Germains, serrés dans la serra, commençaient à comprendre que le piège s'était refermé. Mais il n'y avait nulle part où battre en retraite. Leurs propres compatriotes
poussait par derrière. La neige s'était transformée en une boue sale. La vapeur du sang formait un mur si épais que les combattants distinguaient à peine les silhouettes. Il semblait que ce carnage allait durer éternellement, jusqu'à ce que la glace craque et n'engloutisse tout. Mais soudain, la terre sur la rive droite, là où la forêt s'approchait de l'eau, trembla d'un bourdonnement lourd et rythmé qui couvrit les cris des mourants. Le légat romain, observant la bataille depuis une hauteur, lança sa dernière réserve dans le jeu. Derrière les arbres, brisant les buissons, une avalanche de cavaliers surgit. Ce n'étaient pas des citoyens romains, mais des mercenaires, issus de tribus conquises, dont la fureur et la maîtrise de l'équitation étaient mises au service de l'Empire. Ils ne s'engagèrent pas dans la mêlée sur la glace, mais frappèrent les flancs des Germains restés sur la rive, coupant les voies de retraite et créant la panique à l'arrière de l'ennemi. Cette unité de cavalerie auxiliaire, composée de barbares au service de Rome, s'appelait l'Ala. L'Ala frappa comme un marteau sur une enclume, écrasant les rangs des Germains qui se croyaient encore chasseurs une minute auparavant. Imaginez la collision d'un train de marchandises avec une foule de piétons. Les chevaux, protégés par des plastrons de cuir, renversaient les gens, et les longues épées de cavalerie, les spatae, hachaient les fuyards depuis le haut. Le choc fut si dévastateur que la volonté de résistance des Germains se brisa instantanément. Ceux qui étaient sur la glace comprirent qu'ils étaient coupés et commencèrent à jeter leurs boucliers, essayant de ramper sur les cadavres glissant vers la forêt salvatrice, mais déjà inaccessible. La rivière, qui aurait dû être la tombe de la Légion, devint le billot pour les assaillants. Le silence qui s'abattit sur le lit de la rivière était plus terrifiant que le fracas de la bataille. L'acier résonnait, et des milliers de personnes criaient il y a un instant, et maintenant, on n'entendait plus que le sifflement du vent dans les branches et le craquement de la glace qui refroidissait, figé par les corps des morts. Le sang ne coule pas dans le froid. Il s'épaissit instantanément, se transformant en un gel noir et collant, puis en un cristal dur, collant les blessés à l'endroit où ils sont tombés. Tacite écrivait qu'après la déroute des légions de Varus, les champs blanchissaient d'ossements. Mais ici, après la victoire de Germanicus, le paysage ressemblait à une sculpture surréaliste de membres entrelacés, pris dans le miroir de glace de la rivière. Les vainqueurs ne ressentaient pas de triomphe. L'adrénaline s'échappait, laissant place à des tremblements qui faisaient claquer les dents, et à la prise de conscience que la sueur sous l'armure se transformait en une carapace de glace. Pour consolider la victoire non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, les légionnaires commencèrent à dépouiller les cadavres des ennemis de leurs meilleures armes et armures. Directement sur la rive, à la vue des Germains survivants cachés dans la forêt, les Romains érigeaient une construction macabre de rondins, sur laquelle ils accrochaient les trophées ensanglantés. C'était un message. Nous ne vous avons pas seulement tués, nous avons pris votre force. Ce monument d'armes capturées, érigé sur le champ de bataille en l'honneur de la victoire, s'appelait le Tropéum, trophée. Le Tropéum ressemblait à un épouvantail géant, vêtu du fer des morts, dont les casques vides regardaient la forêt avec des orbites creuses. Imaginez un mannequin dans une vitrine de magasin, mais au lieu de vêtements, il porte des cottes de mailles percées et au lieu d'étiquettes de prix, des bras coupés d'ennemis. Pour les Germains superstitieux, la vue de leurs armes sacrées exposées comme des ordures était un coup au moral plus fort que la perte de combattants. Les historiens antiques mentionnent souvent que de telles structures étaient dédiées à Mars ou à Jupiter. Mais ce jour-là, c'était un autel de la cruauté, destiné à briser la volonté de ceux qui respiraient encore dans la forêt. Pendant que certains construisaient le monument de la mort, d'autres tentaient de sauver la vie de leurs camarades. Dans le froid,
Une simple égratignure devient mortelle. Les tissus autour de la blessure meurent, et les doigts gelés ne peuvent pas appliquer un pansement. Entre les rangs, glissant sur la glace ensanglantée, des hommes allaient et venaient, des sacs en bandoulière. Ils ne portaient pas de lourds boucliers. Leurs armes étaient des scalpels, des sondes pour extraire les flèches et des bandages de lin imbibés de vinaigre. Ces infirmiers de campagne, qui administraient les premiers soins directement sur la ligne de feu, s'appelaient les Kapsari. Les Kapsari étaient des anges en enfer, dont le travail ressemblait à celui des mécaniciens dans un stand de Formule 1. Sauf qu'au lieu de changer des pneus, ils suturaient de la chair vivante, par moins 20 degrés. Imaginez que vous devez enfiler une aiguille et recoudre une veste déchirée, mais que vos mains ne sentent pas les doigts, et que la veste crie de douleur et essaie de s'échapper. La médecine romaine était en avance sur son temps. Les archéologues trouvent des instruments chirurgicaux complexes, même dans les forts les plus éloignés. Ce qui prouve que l'Empire dépensait énormément pour que le soldat puisse retourner au combat. Mais contre le froid, la médecine était impuissante. Les amputations des doigts et des pieds gelés après de telles campagnes étaient monnaie courante. La nuit après la bataille fut le deuxième acte de survie. Faire des feux était risqué. La lumière trahit la position. Mais sans feu, la moitié de l'armée ne se réveillerait pas le matin. Le légat prit une décision. Le camp devait être monté selon toutes les règles, malgré la fatigue monstrueuse. Les soldats, tombant de sommeil, reprirent leurs pelles et leurs pioches. L'histoire des guerres connaît de nombreux exemples où une armée victorieuse périssait de froid après une bataille réussie. Et les Romains se souvenaient trop bien des leçons du passé. Cette nuit-là, de nombreux soldats durent faire face aux conséquences du port d'armure métallique partant de gel. Le contact du métal avec le corps à travers des vêtements mouillés provoquait une hypothermie profonde des organes internes. Les médecins romains appelaient cet état une « brûlure par le froid », lorsque la peau noircissait et se décollait, comme après un incendie. Pour se réchauffer tant bien que mal, les légionnaires se serraient en groupes compacts, se réchauffant mutuellement avec la chaleur des corps, comme des pingouins dans une tempête antarctique. Cet état de sommeil collectif dans la promiscuité pour conserver la chaleur, les soldats l'appelaient le contubernium, dans le sens de cohabitation. Bien que techniquement le contubernium soit une escouade de 8 hommes vivant sous la même tente, cette nuit-là, ce mot prit un sens littéral de survie par la proximité. Imaginez une boîte de sardines, où chaque poisson est une personne vivante, tremblante de froid. Et la vie du voisin dépend directement de votre chaleur. C'est dans de tels bivouacs que naissait cette fraternité légendaire qui faisait de la Légion un organisme unique, où chacun savait, si le camarade de droite gèle, le prochain, ce sera vous. Le matin révéla une scène terrifiante. Les pertes dues aux engelures dépassaient de 2 fois les pertes au combat. Des centaines de personnes ne purent enfiler leurs sandales sur leurs pieds gonflés et noircis. La victoire sur les Germains avait été remportée, mais la guerre contre la nature était perdue. Le convoi était surchargé de blessés, de victimes d'engelures, et le commandant se trouvait maintenant face au choix le plus terrible. Abandonner l'équipement lourd et les trophées pour sauver les hommes, ou risquer le tout pour le prestige de Rome. La Légion, alourdie par la gloire et les mutilations, fit lentement demi-tour. Ils avaient gagné la bataille, mais la Germanie n'était pas soumise. Elle attendait simplement que le froid fasse ce que les épées n'avaient pu accomplir. Et lorsque la colonne se remit en marche dans la brume grise, chaque légionnaire se posa la même question, dont nous ne trouverons la réponse qu'à la fin de leur parcours. L'empereur Tibère, après avoir étudié les rapports de victoire, prit une décision qui allait changer la carte du monde à jamais. Il réalisa que la Germanie
n'était pas un riche trophée, mais un gouffre glacé et sans fond, dévorant les ressources et les hommes plus vite que l'Empire ne pouvait les reconstituer. L'historien Robin Sayer note que le rappel de Germanicus en l'an 16 de notre ère fut la reconnaissance du fait que la nature du Nord était invincible. Rome décida de ne plus s'enfoncer dans ce réfrigérateur, mais de s'en isoler, transformant le Rhin en une ligne claire entre l'ordre et le chaos. Cette frontière fortifiée de l'Empire, qui devint une cicatrice sur le corps de l'Europe pendant 400 ans, s'appelait le limès. Le limès n'était pas seulement un mur, c'était une ligne psychologique. Ici se termine la vie et commence la survie. Imaginez que vous construisez une haute clôture en béton autour de votre propriété, non pas parce que vous craignez votre voisin, mais parce que sur sa terre, il y a constamment un ouragan dont vous ne voulez pas. Les archéologues trouvent le long de cette ligne une chaîne de puissants forts. Les Romains choisirent la tactique de l'observation armée, laissant les Germains seuls avec leurs forêts rudes et leurs guerres intestines. Et maintenant, nous revenons à notre point de départ. Regardez vos paumes. Au début de cette histoire, nous avons demandé « Pourriez-vous tenir la poignée d'une épée gelée à la peau par -20 degrés lorsque les doigts ne se plient pas ?» La réponse ne réside pas dans les particularités de l'anatomie antique, ni dans les vêtements chauds. Le légionnaire romain endurait cela non pas parce qu'il ne ressentait pas la douleur, mais parce que son esprit était plus dur que le fer dans ses mains. Cette notion purement romaine de courage et de force morale, somme de toutes les qualités de l'homme et du guerrier idéal, s'appelait la virtus. La virtus, c'est ce qui les forçait à faire un pas en avant lorsque l'instinct de survie criait « fuyez ». C'est la capacité d'agir efficacement, même lorsque le corps fait défaut. Et aujourd'hui, en refermant cette page glaciale de l'histoire, chacun de nous doit honnêtement se demander: la prochaine fois que la vie me frappera de son gel et de ses circonstances, vais-je céder ou vais-je trouver en moi ma propre virtus pour tenir bon, comme ils l'ont fait?